donner la parole à Francis Béret, qui va nous parler de Conrad. Conrad, tu vas nous en dire quelques mots. Et là, on va passer de la littérature à la littérature, du roman à la poésie, je crois, et à la chanson. Oui, merci. Alors, il s'agit d'un grand auteur, Józef Konrad Korzienowski, dit Joseph Conrad, qui était un des grands écrivains de la littérature anglaise, britannique. Et il y a un petit lien, il y a au moins un lien avec la Corse, puisque dans un de ses ouvrages, un des personnages les plus forts, les plus attachants du récit, c'est, dit-on, tiré d'une expérience vécue, c'est-à-dire qu'il a connu un Cap-Corsain, un marin Cap-Corsain qui s'appelait Cervoni, et il l'a mis en scène de façon magnifique dans son roman. Et puis il y a aussi évidemment Conrad, c'est, comme disait Marie-France tout à l'heure, c'est la source littéraire de Apocalypse Now, hein, qui est un grand roman, une épopée. Là, c'est ce que j'ai trouvé de façon un peu précipitée, et donc qui explique un peu la brièveté du propos. C'est un court roman ou une longue nouvelle qui s'appelle en français la ligne d'ombre, The Shadow Line, qui date de 1917. Le genre, donc, je l'ai dit, un roman, bref, avec un sous-titre Confession, confession ou aveu. Il faut donner le résumé si on veut comprendre un peu ce que je vais dire, donc je suis obligé de donner un court résumé. Donc l'histoire se passe dans un port d'Extrême-Orient. C'est un jeune officier de la marine marchande qui attend un bateau, qui attend avec impatience un bateau qui va le ramener chez lui en Angleterre. Et brusquement, sans qu'il ait prévu un plan de carrière quelconque, il se trouve obligé, projeté au commandement d'un bateau. Il est important de savoir que ce n'est pas un bateau à vapeur, c'est un voilier, c'est important dans l'histoire et dans la thématique. Le commandant est mort en mer, donc il est obligé de le remplacer. Il s'engage dans le golfe du Siam et il découvre peu à peu que l'ancien commandant, c'est-à-dire celui qui est décédé et qui l'a remplacé, était un malade mental. Et le propre officier en second est persuadé que ce vieil homme, le commandant, a jeté un sort sur le bateau. Le bateau, effectivement, est pris dans un calme plat. Là aussi, c'est une expression importante pour le récit, pour la poétique du genre. Dans un calme plat. Et l'équipage tout entier est abattu par la fièvre. Bon, on dirait maintenant l'équipage a peut-être un burn-out, je ne sais pas si ça correspond, enfin, complètement à tapis, comme on dit par ailleurs. De plus, ce qui est horrible, c'est que les médicaments ont été détruits par ce commandant qui était fou. Le stock de quinine a été jeté à la mer. Et à la fin, j'arrive tout de suite à la fin du récit, peu à peu, quelques signes avant-coureurs d'une embellie arrivent, c'est-à-dire que le vent va se lever. Le vent se lève, c'est une très belle expression. Alors, un extrait rapide. Donc ça, c'est citation. Ces hommes, c'est le capitaine qui raconte son aventure. Ces hommes n'étaient que les fantômes d'eux-mêmes, et le poids qu'ils exerçaient sur la manœuvre ne pesait pas plus que le poids d'un groupe de fantômes. Mes yeux, habitués à l'obscurité, aperçurent des formes, des hommes épuisés, tombant sur le bastingage ou affalés sur les écoutilles.
Je me tenais parmi eux, solide comme un roc, immunisé contre les maladies, et ne sentant que la maladie de mon âme, ne sentant, ne ressentant, n'éprouvant que la maladie de mon âme. J'attendis quelque temps, luttant contre le poids de mes péchés et contre le sentiment de mon indignité. Fin de citation. Alors, de façon schématique, il y a au moins deux volets dans ce récit. Un, le réalisme, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure de Melville, hein, c'est-à-dire un vocabulaire tout à fait précis, nautique, qui correspond à l'expérience qu'avait Conrad de la mer, puisque à ce moment-là, il avait 20 ans, au moins une vingtaine d'années d'expérience maritime, et donc il y a, même dans la traduction française, des mots qu'on ne comprend pas. Alors, il faut vraiment être très du métier, des mots précis, les écouter, ce n'est rien à côté de ce que j'ai lu. Le cabestan arrière, ça à la rigueur, je comprends. Carguer la grande voile. Et donc ça traduit le vécu de Conrad, le vécu. Alors, autre sous-titre de l'exposé, c'est le thème même de la rencontre, si j'ai bien compris, l'intertextualité, les échos, les correspondances. Les marins minés par la maladie, s'efforçant de hisser la grand voile, rappellent un passage de l'un des plus beaux poèmes, de l'un des plus grands poètes de toute la littérature anglaise, c'est-à-dire Samuel Taylor Coleridge, dans la ballade du vieux marin, The Rime of the Ancient Mariner, la ballade ou la complainte du vieux marin. Dans cette ballade, citation de Coleridge, les marins morts, ce qui est extraordinaire comme image, montent du pont du navire enchanté, dans le sens fort, et arment les vergues. Les marins se mirent à manœuvrer les cordages aux mêmes endroits qu'ils en avaient coutume. Ils levaient les bras, tels des outils sans vie. Ah, que nous étions, quel affreux équipage que nous formions. Le marin, c'est-à-dire le narrateur de Coleridge, tue un albatros, ce qui attire sur le navire une malédiction. La malédiction, c'est le calme plat, terrible, qui s'abat sur le bateau et la maladie. Dans l'histoire de Conrad, le jeune narrateur, le jeune commandant qui raconte l'histoire, vit une expérience qui est quasi religieuse, qui est proche celle du vieux marin de Coleridge. Cette histoire, qui ressemble à une histoire étrange, un peu abracadabrante, à la première lecture, devient en fait un rite de passage qui explique, au moins en partie, le titre choisi, la ligne d'ombre. La ligne d'ombre, c'est le titre du récit. La ligne d'ombre, c'est la ligne qui sépare l'innocence de l'expérience, la jeunesse de la maturité et l'arrogance de l'humilité. Comme le marin de Coleridge, le narrateur, le capitaine de Conrad, je dirais, le jeune commandant éprouve la maladie de son âme, comme il dit, le poids de ses péchés, le sentiment de son indignité. Il est hanté par la vision d'un bateau qui s'en va à la dérive, alors même que son équipage est en train d'agoniser. Et quand finalement le vent se lève, il dit « Le spectre malveillant a été terrassé, le charme malfaisant brisé, la malédiction levée. » De même, chez Coleridge, le passage suivant, « rapide filait le navire, pourtant sa course était paisible aussi. Doucement, doucement soufflait la brise. J'étais le seul à avoir été touché par son souffle. »
chez Conrad, donc, les médecins sont stupéfaits de trouver les ponts déserts, les ponts du bateau déserts, tout comme le pilote et l'ermite dans l'histoire, dans le poème de Coleridge, de voir que le seul marin, le marin est le seul survivant à bord. Et comme le vieux marin de Coleridge, le marin, le capitaine de Conrad, n'arrive pas, il est bloqué, il a une sorte de blocage, il n'arrive pas à se sentir coupable des souffrances de son équipage. Et quand l'équipage descend, cet équipage fantôme descend du navire, il écrit, « Ils passaient tous sous mes regards, chacun d'eux incarnant un reproche plein d'amertume. » Comme chez Coleridge, une angoisse, la malédiction avec laquelle ils étaient morts n'avait point disparu. Je ne pouvais détacher mes yeux des leurs, ni les lever pour prier. Donc une fascination et un blocage vis-à-vis de la libération qu'aurait été l'aveu. Et donc, de même que Coleridge arrête un marin fantôme sur 3 pour se confier à lui, en vain évidemment, de même le jeune commandant est contraint de se confesser son expérience. Mais alors là, c'était un aspect d'un écho qui a été mis en valeur par un grand critique, hein. Mais il n'a pas vu, et il faut bien quand même un peu d'originalité, un autre aspect qui est en signe dans l'épigraphe du roman de Conrad, c'est-à-dire une citation de Baudelaire. Donc, deuxième poète qui est aussi un écho. Il y a aussi l'histoire de l'Albatros. Voilà. Il disait beaucoup de choses. Voilà. Eh bien, tout à fait. Et avec un troisième élément d'intertextualité, si on veut, ou de correspondance, ou d'écho, celui de la musique. Et là, c'est le magnifique poème de Charles Baudelaire. La musique, souvent, me prend comme la mer vers ma pâle étoile, sous un plafond de brume ou dans un vaste éther, je mets à la voile, la poitrine en avant et les poumons gonflés comme de la toile. J'escalade le dos des flots amoncelés que la nuit me voile. Je sens vibrer en moi toutes les passions d'un vaisseau qui souffre. Le bon vent, la tempête et ses convulsions sur l'immense gouffre me bercent. D'autres fois, et ça c'est la partie de la citation exprimée par Conrad, d'autres fois, calme plat, grand miroir de mon désespoir. Et il y a un passage, il y a aussi une très belle citation dans Baudelaire, je trouve magnifique, « Ce silence résonnait comme une musique dans mon cœur. » C'est magnifique ça. Ce silence résonnait comme une musique dans mon cœur. Merci, Francis. Oui. Il y a encore beaucoup de choses. Non, mais là, c'est quelque chose de très intéressant. Et vraiment, ça se donnait faire l'objet d'un travail vraiment poussé. Conrad, finalement, il faut l'explorer, mais c'est vraiment une œuvre. Par rapport à ce que disait Francis au départ, lorsqu'il parlait d'adaptation cinématographique de Conrad, la nouvelle, c'est Conrad, ça s'appelle Au cœur des ténèbres. C'est été adapté au l'Apocalypse. cinéma par Francis Ford Coppola sous le titre Apocalypse. Mais la ligne d'ombre, ça se trouve facilement. C'est un petit. Parce que tu nous as donné l'impression de l'avoir traduit toi-même. Avant, tu nous parlais des cookies. Est-ce qu'il faut lire l'anglais? C'est pas pour nous, mais enfin. Ah bon, déjà, c'est très lointu. Est-ce que. Pardon, parce que les jeunes gens ne vont pas pouvoir rester longtemps, la classe de Calvi. Je voulais demander, Olivier, toi, par rapport à la littérature corse, est-ce qu'il y a des œuvres auxquelles vous pensez qui renvoient à des tableaux, à des sculptures ou à des bâtiments? Est-ce que comme ça, en y réfléchissant, c'est ça, hein? Le tableau qui revient le plus, c'est celui de la nature, voilà. Mais pas créé par l'homme. Oui, ça se voit en cherchant bien. Alain Franck,
souvent comme référence. En référence, une petite. Parce que la langue corps, c'est une thèse de comparaison. On va pas dire les hauts, les grands et les petits, on va dire par une cause. Donc, je sais pas, j'ai lu une poésie qui vient là maintenant, où les questions, on a plutôt dit, tiens, voilà, des choses comme ça. C'est des références, je dirais, qui sont ressorties un petit peu comme la poésie. Mais c'est vrai que quand on parle, par exemple, du bulletin de quelqu'un, au lieu de comparer un tableau, on compare un élément de la nature, plus souvent. Un animal. Ah oui, oui, oui. Ils sont grands des mâles qui sont pas la fajo. Aliénés. Je veux dire, c'est une chose qui disparaît, mais qui finalement était la norme à une certaine époque. On disait, on ne se contentait pas de dire rendre des fous, et à ça, vous, et vous lire, ou non, on imageait. Ça, c'est. Métaphore et Voilà, comparaison. c'est une langue qui est très métaphorique ou très imagée, donc forcément, on prend où on peut piocher, je pense. Ça dépend après du vécu de chacun. Et les jeunes qui écoutaient les chanteurs actuels, vous n'avez pas entendu l'allusion à l'art qui faisait partie de la chanson de corps? Hein? Alain voulait nous dire deux mots d'une chanson qui a repéré. No, j'ai pas le testo, ma no, quando Marie-France mi ha domandato, ma in lingua corsa ci sono scritti canzoni per esempio che facevano riferenza all'arte, è venuta presa subito a sé e Van Gogh. Non giusto per di qui perché ma non vado per una sfida quando mi ha parlato così. A un telefono mi ha domandato così ti viene in mente un scritto che fa riverenza all'arte, un scritto in lingua corsa e mi è venuto a sé Van Gogh di Dedeno. Mais ça c'est un lien, oui, hein, une dimension, oui. Safari Mouchti, oui, plutôt que référence, c'est tenu en noir et qui réseau, quand celui qui a poésie à bourse, par exemple, M. Perret il parle du silence qui est Maravilla dell'Antashta e Poète, du silence, ou Vasto Rimor et Beavillet sur le monde. C'est des choses, si ça se trouve, il n'a jamais lu Conrad, donc je veux dire, il y a des choses qui sont des idées, qui sont universelles et qui appartiennent pas plus à une littérature qu'une autre. Voilà, et deux mots, peut-être sur Van Gogh, par rapport à Van Gogh. Je parle de Melville, moi, c'est une coïncidence, mais c'était peut-être le premier livre vraiment fort qui m'a marqué. Moby Dick, ouais. Je sais pas pourquoi. Enfin, je sais pourquoi, parce que j'ai vraiment voyagé ce livre. Il y a un imaginaire, à la limite, après, il n'y a aucune adaptation cinématographique après qui peut. Bon, pour moi, c'est vraiment ce qui m'a fait découvrir la puissance de la littérature. Mais il me semble, je ne suis pas sûr, que Melville, c'était un genre de Van Gogh, justement, il a galéré pas mal, je pense. Hein, là, il devient personne de sa vie. Parce que Melville, c'est vrai, il y a l'expérience personnelle des faillites, des morts, le père, l'oncle, après, beaucoup de déboires, beaucoup. Mais après Moby Dick et après Bartleby, on lui refuse des tas de places, des places dans les ministères consuls en Florence, tout est refusé, il ne réussit pas. Mais ce qu'il faut retenir de Melville... Je pense qu'il n'avait pas une vraie... Pardon? Au niveau littéraire, il n'était pas vraiment reconnu, je pense, à son histoire. Ah non, pas du tout. Les 2 ou 3 premières nouvelles qu'il a écrites, oui, c'était pas mal, c'était encourageant. Donc, du monde. Mais après, bien après, Moby Dick après. Et là, il devient une idole en bande dessinée. Non, alors, Moby Dick, il y a certainement un film, non? Oui, bien. Et alors, cette semaine, pas plus tard que cette semaine, j'ai offert une BD, Moby Dick. Il y en avait 4. Il y a 4 BD de Moby Dick. 4 BD de Moby Dick en ce moment en vente. Il fait le buzz en BD. Ah, ça, c'est incroyable, c'est comme ça. Mais ce qui était extraordinaire parce que c'est important, parce que c'est par rapport à la littérature. Ce qui est important chez Melville, quand il écrit Moby Dick, c'est qu'il n'a pas 30 ans. Comment écrire une chose pareille, quelque chose de gigantesque? Tout est Laurent. Tout s'explique. Alain Franck vient de dire qu'il était marié avec une autre. Je parlais de Grégory Peck, pas de... Non, la Corse n'était pas encore née, quoi, à l'époque.
J'avais vu ça dans un annuaire des Corses qui date d'il y a presque 30 ans. Ah oui, l'annuaire des Corses. Il y avait une petite photo et il y a une rubrique Amis de la Corse. Dans les pages, je vois François Perrier, Marcel Pagnol, Pogo Duzot, Grégory Beck, così di Lisa Hollywood. Et soit il a scritto un homme di Asomoia, épouse passage. Voilà, c'est passage. Bon. Quelqu'un, Adam. Oui, non, sur l'intertextualité, sur des tableaux comme ça, il doit y avoir des choses intéressantes. Par contre, en intertextualité sur la littérature, on trouve pas mal de choses sur Colomba, par exemple. C'est-à-dire que cette image mériméenne, l'image romantique de la Corse du XIXe siècle, elle se retrouve dans la littérature du XXe, je pense que c'est une pièce de Jacques Thiers, Paqui Colomba, et une nouvelle de Jérôme Ferrari aussi, ah oui, oui. qui est magnifique dans son premier recueil de nouvelles. Oui, d'abord. Le nom du recueil. Variété d'abord. Et là, donc là, en intertextualité, il y a des choses, et c'est très intéressant de voir comment la littérature s'empare de la littérature pour, bien entendu, refaire la littérature, mais aussi casser des images comme ça en voilà, pour ce qui est de l'intertextualité sur la littérature corse. Si on dérive vers la littérature corse, vers l'expression corse, je crois qu'il faut aller chercher du côté du corpus de l'Ixader. On voit apparaître souvent, alors là je m'adresse aux pratiquants, aux poètes en particulier, improvisateurs qui tiennent l'histoire, l'on voit apparaître à la rime, c'est à la rime qu'on voit apparaître un certain nombre de métaphores, de comparaisons qui introduisent précisément ces échos entre différents aspects du réel et de la littérature ou de l'art, mais sous la forme de la comparaison. Et c'est souvent porté par la rime. Pour une étude, pour quelqu'un qui voudrait faire une étude. Il y a de quoi faire, il y aurait de quoi chercher. Hein. C'est un sujet très très intéressant. On va donner. Pardon, Francis Béret. Non, mais c'est pas moi qui l'ai trouvé, on m'a conseillé de regarder, je l'ai regardé autant que j'ai pu. C'est le film, un très beau film. C'est une deuxième version, en anglais c'est True Grit. Et je crois que Biancaré il fait allusion directement à ce film. C'est un film, celui que j'ai vu, tant bien que moi, des frères Cohen, qui est très beau. Et c'est essentiellement, si on schématise, c'est une Colomba qui traverse tout le film, c'est-à-dire une jeune fille de 14 ans qui veut venger son père. Donc c'est pour cela sans doute que Biancaré fait appel à ce film. La délivrance aussi à droite. Ça, chez Biancaré, ça revient, le peuple du quad. Ça, c'est... Non, alors délivrance, voilà, c'est le film absolument avec des scènes terribles. Et lui, il reprend dans le peuple du quad. Délivrance, c'est le film. Le peuple du quad, c'est la... Nathalie, tu vas nous parler, toi? Comment? Voilà. Oui, alors moi je vais vous parler d'un roman que j'ai lu il n'y a pas très longtemps. C'est Vernon Subutex de Virginie Despentes. Donc il s'agit d'un roman qui est paru il n'y a pas très longtemps, qui va être l'objet d'une suite, puisque normalement ce mois-ci le deuxième tome devrait sortir. Et quel lien établir avec le thème d'aujourd'hui? Eh bien moi j'ai choisi de travailler un petit peu sur ce roman et le lien qu'on peut établir avec la musique, puisqu'incontestablement Virginie Despentes, de par son parcours, sa formation et son travail, nous conduit directement à son univers musical. Alors je m'explique un petit peu. Virginie Despentes a 45 ans. Et
elle est écrivain, elle est traductrice, réalisatrice, et elle écrit aussi pour la musique, pour des groupes justement underground, punk, placebo, elle a écrit sur les Berruriers Noirs, je ne sais pas si ça vous parle. Ouais, un certain nombre de groupes comme ça qui sont assez connus. Elle avait écrit aussi pour le magazine Rock and Folk une biographie de Jimmy Clister du groupe Motorhead. Donc elle a vraiment son univers musical très marqué par une musique, un rock alternatif, comme elle dit, hein, ce qu'on appelle l'underground, avec des influences de hardcore. Et c'est quelqu'un aussi qui apparaît dans l'espace littéraire comme une écorchée vive, puisque son premier roman dont on a entendu parler, qui paraît en 1994, Baise-moi, a fait un scandale, ça a été l'objet d'une vive polémique. S'en est suivi d'ailleurs une autre polémique, parce qu'ensuite elle l'a porté au cinéma, ce film, et c'était la première fois depuis 28 ans qu'un film était interdit en France. Elle a ensuite écrit Les Jolies Choses, qui a été aussi porté à l'écran avec Marion Cotillard. Et elle dit que ce livre, elle l'a écrit en 4 jours sous l'effet de la coke. À 15 ans, elle a été internée en unité psychiatrique. À 17 ans, elle a été violée. Elle a été alcoolique. Elle a été sous l'effet de la cocaïne. Bon, c'est quelqu'un qui est très abîmé. Et actuellement, elle s'est un peu détachée de tout ça. Et elle dit qu'elle dévoile son angoisse existentielle grâce à la création littéraire. Et là, elle nous propose un roman qui raconte l'histoire d'un personnage qui s'appelle Vernon Subutex, qui est un ancien tenancier d'un magasin de musique, un disquaire, Revolver, c'est une adresse mythique dans les années 80-90, et qui a été obligé de fermer boutique en 2006 à cause de la vague Napster et autres iTunes, et il n'a pas tenu le coup, et donc il a été obligé de fermer. Et Vernon va donc vivoter dans sa petite location à Paris, coincé dans une vie très étriquée, toujours connecté sur son Facebook. Alors il va rogner sur sa nourriture, sur les cigarettes, parce qu'il vit du RSA. Et il a quand même une planche de salut grâce à son ami d'enfance, Alex Bleach, qui est une icône du rock, qui est très célèbre et qui lui permet de temps en temps d'éponger ses dettes par rapport à son loyer. Sauf que un matin, on retrouve Alex Bleach mort dans sa salle de bain d'une overdose, et que Vernon va se retrouver rapidement mis à la porte de sa location avec son petit ballot sous le bras. Il a quand même quelque chose qui va intéresser le monde du showbiz, parce qu'il a en sa possession 3 enregistrements inédits de confession d'Alex Bleach un soir de défonce, et qu'il a laissé chez lui. Et il ne le sait pas, Vernon Subutex, mais on le cherche partout par rapport à ces enregistrements. Et il va donc, grâce à son carnet d'adresses très fourni, il va donc déambuler d'appartement en appartement parisien, ce qui va donner l'occasion à Despentes de faire une cartographie de la société française à travers une galerie de personnages très emblématiques. Alors la première chez qui il va aller, elle s'appelle Émilie, c'était une sorte de groupie du groupe rock dont il faisait partie à l'époque, et elle était là autour de ce groupe, donc il va se faire héberger chez elle. Et en fait, on la découvre grossie, désabusée, triste. Et si vous voulez, on va de maison en maison, d'appartement en appartement, et on découvre un Paris noirci, terrible, dépressif, que Virginie Despentes nous brosse. Et si vous voulez, toute la pertinence de cette romancière, tout son talent réside dans le fait qu'elle montre un Paris qui a existé, celui d'avant 2000, et un Paris qui n'existe plus, celui qui est actuel, à travers justement une musique de fond. C'est cet univers musical dont elle nous parle à l'intérieur du roman. Pourquoi? Parce que elle dit, Virginie Despentes, que lorsque Nirvana, le groupe Nirvana, groupe underground dans les années 90, remporte un succès phénoménal,
c'est la fin du rock, c'est la fin d'une certaine musique, parce que c'est la fin de ces groupes indépendants de rock qui véhiculaient une certaine vision de la vie, une certaine ligne de conduite qui n'existera plus. Le rock subversif, dangereux, contestataire, des années 90, eh bien, c'en est fini avec l'apogée de Nirvana, puisque Nirvana va signer dans un grand groupe, et finalement va se populariser, et pour des Pentes, c'est la fin d'un monde. Et Vernon Subutex, le héros, c'est un petit peu l'incarnation, c'est ça, c'est un peu l'ange déçu de ce monde-là, qui n'existe plus. Et toute cette connaissance qu'il a de cette musique, il va la transbahuter, il va la balader hein, dans ce Paris. Mais on sent bien que le monde a changé et il y a cette fracture incroyable qui est montrée finalement au travers du prisme musical. Parce qu'il y avait une musique qui existait et qui voulait dire bien des choses. Il y avait un regard aussi, il y avait des groupes politiques aussi qui existaient avant les années 2000, qui n'existent plus. Il y avait une jeunesse qui criait sa révolte, qui n'existe plus. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit dans le Paris qu'elle nous présente? On voit quoi? Donc, on voit des gens qui sont d'un terrible conformisme, on voit des gens qui n'osent plus dire non, on voit des gens voilés. Elle parle d'une société, c'est terrible le regard qu'elle jette sur la société, de ces gens qui vont mettre le voile parce qu'ils se cherchent une identité, de ce trader cocaïné qui est en train de nous raconter tout ce qui se passe. Et c'est horrible, il y a 3 pages de ce trader qui nous raconte ce qu'il vit avec finalement ce désir d'immédiateté. Il faut vivre vite, il faut consommer vite, l'argent, il faut en gagner de plus en plus, des valeurs, il n'y en a plus, de morale, il n'y en a plus, de vision politique, il n'y en a plus non plus. Donc c'est quoi ce monde qu'on nous propose? Ben, c'est le monde de l'immédiateté, c'est le monde d'Internet, d'ailleurs qui est très présent aussi dans ce roman. Et c'est une musique aussi qui se consomme vite, qui n'a pas vraiment d'essence, qui n'a pas vraiment d'âme. Et finalement, le rock, c'est devenu quoi? C'est un peu comme le jazz. C'est-à-dire, on aime bien l'écouter, on l'écoute. Il reste même quelques vestiges, des bandes-sons, quelques vêtements qui sont très emblématiques de cet univers musical. Mais après, ce que ça représentait à l'époque, ça ne peut plus le représenter parce qu'il n'y a plus cette dimension revendicatrice qui existait dans la musique. Et donc finalement, le rock a été rangé lui aussi au même titre que le jazz, hein, qui était une musique qui revendiquait, qui voulait dire quelque chose. Hein. Il y avait un message derrière tout ça. Et actuellement, dans cet univers, dans ce Paris qu'elle représente, la musique n'a plus véritablement la place qu'elle avait auparavant. Et ça, c'est flagrant dans ce roman, et c'est même flagrant même dans le discours de Despentes. Quand elle parle de ce roman, elle le dit bien. Elle dit, oui, il y a un avant, il y a un après, il y avait une musique underground, et maintenant Nirvana, c'est le premier groupe, ce qu'on appelle mainstream, c'est-à-dire qui s'est popularisé. Et bon, finalement, ben, la musique, on la consomme comme on consomme un produit, comme on consomme la drogue, comme on consomme l'alcool, comme on consomme au Monoprix, puisqu'elle parle du Monoprix, ce qui m'a évidemment marqué. Donc, tout ça, ben, toute cette société de consommation, elle nous la montre bien. Et il y a quelque chose de très balzacien, bien entendu, si on veut parler d'intertextualité, parce que c'est vrai qu'au-delà de la musique, il y a aussi une dimension balzacienne, dans le sens où Despentes, elle fait un peu comme Balzac. Elle dresse une galerie de portraits, une grande comédie, mais cette fois-ci inhumaine, parce que ce qu'elle nous montre, ce qu'elle nous permet de voir, c'est pas très joli, c'est même très moche. Et puis, c'est triste de voir un rocker vieux, parce qu'un rocker, ça peut pas être vieux, justement. Voilà. Merci Nathalie. Donc il va y en avoir plusieurs, puisque ça va être une comédie. 3, elle a dit. D'accord. Bon, le nom de le titre, c'est Vernon. Moi, je suis le roman général, si vous permettez. Je suis pas placé pour évoquer ce roman que je tiens à préciser pas. En tout cas, je pense que c'est un sujet intéressant. Je pense que si cela est possible, vous irez revenir en Corse. Elle va venir, je crois. Ouais, elle est aux rencontres littéraires. Elle va être aux rencontres littéraires à Bastia. Début juin.
donc vous pouvez le lire. Et je pensais que le titre évoque Vernon Sullivan de Vian, Boris Vian. Moi, je voudrais, avant de passer la parole à Alain, qui est le dernier intervenant, vous remercier pour ce travail, parce que Bénédicte, à travers les films de Fincher, tu as cherché toute seule, tu t'es cassé la tête, tu as examiné comme une grande, tu as cherché à voir les lignes, enfin tout ce que tu pouvais en sortir d'intéressant. Nathalie, la musique, dans cette œuvre qui est récente, un travail de titan, Francie avec Conrad et son écho au poème de Coleridge, Laurent Bide qui s'en va penser par lui-même alors que Deleuze et tant d'autres ont déjà pensé. Après Bartleby, ben, je suis épatée. Hein. Je me dis autant de choses qu'il faudrait fouiller. Et vraiment, ça montre la variété et l'intérêt que peut avoir ce genre de rencontre. Il y a de millions de petites fenêtres que la littérature permettait d'ouvrir. Alors je dois avoir trouvé le livre idéal parce que toutes les fenêtres sont à l'intérieur de ce petit ouvrage et qui s'appelle Petit éloge de l'errance, qui a été écrit par un japonais. Ça c'est pour Nathalie qui va me dire que moi je ne lis pas... Ah non, il ne lit pas de roman. Qui s'appelle Akira Mizubayashi. Alors c'est pas un roman, c'est un récit autobiographique édité chez Folio, 2 €. Éloge de l'errance. Voilà, éloge de l'errance. Alors, je vais vous raconter l'itinéraire du modeste lecteur que je suis. J'écoute, enfin non, j'écoute pas. C'est une amie qui écoute l'émission de Catherine Evin sur Inter à 9 h et qui présente émission dans laquelle est présente Akira Mizubayashi. Par contre, je m'intéresse au Japon depuis longtemps. Donc elle m'appelle et elle me dit tu devrais acheter ce bouquin, ce type est extraordinaire. Je connais rien, je commande le bouquin. Et je lis le bouquin, et lorsque j'ouvre le bouquin, non, pas un choc, pas un choc, mais ce bouquin, il commence par l'évocation cinématographique de 2 films d'Akira Kurosawa. Alors, la référence avec la thématique qui nous rassemble aujourd'hui, bon, elle est évidente. Littérature et cinéma. Bon, récit autobiographique et cinéma. Donc le premier, c'est un film que j'avais vu lorsque j'étais adolescent. Un film qui date de 1961, qui s'appelle Yojimbo, qui veut dire le garde du corps en japonais. Et le deuxième film... Absolument pas. Je m'applique. Et le deuxième film... Voilà. Le deuxième film qui s'appelle Sanjuro, qui a été tourné en 1962 et qui présente en fait un personnage qui est le personnage d'un samouraï, et un samouraï assez particulier parce qu'il y a des différences dans cette caste de samouraïs. Il y a les samouraïs qui servent un maître et puis ceux qui sont sans maître et qu'on appelle les ronins à la prononciation française, mais japonais c'est ronin, samouraï sans maître. Et Akira Mizubayashi, alors ce petit livre-là n'est pas un traité d'arts martiaux, absolument pas. Hein. Mais Akira Mizubayashi utilise l'image de ce samouraï pour expliquer quelle est sa façon de penser. Alors sa façon de penser, c'est un petit peu celle qui illustre cette photographie, un poteau avec des flèches qui partent dans toutes les directions et il n'y a rien d'inscrit dessus. Donc moi j'aime bien cette façon de penser, c'est-à-dire presque par ricochet. Et c'est celle qui illustre l'esprit nomade. Un auteur comme Kenneth White, lui parlerait de grand champ, le grand champ ouvert. Donc dans les films de Kurosawa, on le voit ce grand champ, on le voit sur la route, les univers sont vastes, voilà. Donc je vais vous montrer quelques images parce que, alors l'intertextualité, elle se fait sur plusieurs niveaux. Voilà, elle se fait sur plusieurs niveaux. Je vais commencer par la fin. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin d'ailleurs. Ça, c'était des notes que moi j'avais prévu de... Voilà, elle se fait sur plusieurs niveaux. Vous voyez, dans cet ouvrage, l'auteur, il ne fait pas simplement allusion, évidemment, au cinéma japonais. Ça, ce n'est qu'un prétexte. C'est un petit peu la main qu'il agite, c'est le leur, quoi, si vous voulez. Et c'est pour illustrer simplement cet état d'esprit qui est de chercher, forcément, en allant dans toutes les directions, de ne pas se fermer, de choisir une direction qui a été déterminée par avance. Donc, rapidement, hein, il fait référence à Diderot, Rousseau. Alors, la musique est aussi présente dans l'ouvrage, avec Mozart, Beethoven, et puis évidemment, la boucle est bouclée, il termine par un autre film d'Akira Kurosawa, qui est un petit peu plus connu, enfin je ne sais pas si vous connaissez un petit peu ce genre de cinéma, mais c'est Les 7 samouraïs. En fait, on le connaît beaucoup parce que, enfin on peut le connaître, parce que souvent les films de Kurosawa ont été adaptés au cinéma, dans le cinéma américain. Les 7 samouraïs ont donné les 7 mercenaires,
Et le Yojimbo, pour ceux qui sont fans de Clint Eastwood, a donné pour une poignée de dollars. Alors c'est intéressant de voir les deux. Voilà, les images d'un coup, voilà, pour une poignée de dollars. Alors, là, je remonte un petit peu. Voilà ce qui illustre l'errance du samouraï au début. Enfin, encore une fois, c'est que le leur. Et dans le livre, il décrit évidemment, oui, un homme qui arrive sur un chemin. Alors c'est la référence avec le cinéma, c'est toute la première partie de cet ouvrage. D'ailleurs, on appellerait ça une introduction, lui il appelle l'ouverture, un petit peu comme pour un carnet d'opéra ou de la musique classique, l'ouverture. Donc on voit un personnage qui cherche sa route. Voilà. Tu aurais pu prendre un berger, non? Un berger, pourquoi un berger? Ouais, n'importe qui marche tout seul. Mais non, pas n'importe quoi. Mais non, c'est pas le samouraï, c'est parce que dans le livre. Ah bah. Ah oui. Ben, il faut suivre. Dans le livre, c'est pas un berger, c'est un samouraï. Voilà. Donc il n'y a pas de berger. Donc voilà, il est sur un chemin, ce qui va déterminer le chemin qu'il va suivre. Ça, c'est le début du film. C'est ce bâton qu'il lance en l'air et qui va lui indiquer le chemin. Donc c'est le hasard qui va lui indiquer. Et le film commence, vous voyez. Alors il expédie le bâton dans les airs, le bâton tombe au sol, et là, ça lui permet de choisir son chemin. Et voilà ce qu'écrit l'auteur, parce qu'il décrit dans cette première partie qu'il intitule « Ouverture », voilà ce qu'il écrit « La solitude est infinie et profonde. Le héros qu'on voit maintenant en pied arrive à une intersection. Où aller? Quel chemin prendre? Il interroge l'horizon et fait un tour complet sur lui-même. C'est alors qu'il trouve une longue branche d'arbre par terre, il la ramasse et la lance en l'air. On dirait que posée en diagonale, sortant de l'énorme ombre du guerrier qui occupe la moitié inférieure de l'écran, elle indique une direction. Sur fond de musique d'une innocence et d'une nonchalance enfantine, le samouraï enjambe la branche et se résout à prendre la direction indiquée par le hasard. Donc voilà, le roman, il est vraiment habité par de la musique, par des images, etc. Et c'est la référence en permanence. Mais ce n'est pas tout le roman, évidemment. C'est pas le roman, le récit autobiographique. Non, il n'y a pas d'image. Non, non. Dans la première partie, dans l'ouverture, il décrit... Voilà. Non, je me demande de regarder les images. Non, alors les images sont simples, parce que la première partie de cet ouvrage, il fait référence à ce film de Kurosawa. Et les images, je les ai extraites de ce film-là, qui est Yojimbo. Voilà. Et là, Non, j'avais deviné. Voilà. Et pour terminer cette partie qui se compose d'une dizaine de pages, il termine avec... c'est le même samouraï en fait, c'est une série si vous voulez, hein, il s'appelle Sanjuro, ce samouraï. Ça s'appelle... voilà, c'est le dernier film de Sanjuro. Donc vous voyez, il décrit toujours, et là, ces images-là, en fait, ensuite, on n'en entendra plus parler. Dans le roman. Ensuite, il va parler de Rousseau, il va parler de beaucoup de personnages, il va faire référence à la littérature occidentale, au cinéma occidental, à la musique occidentale. Mais simplement, le personnage ici, alors moi je me suis un petit peu étendu pour vous l'expliquer, vous voyez, on voit toujours un personnage qui est à la croisée des chemins, qui cherche toujours son chemin. Et finalement, bon, la boucle est bouclée, on termine aussi, bon là je vous passe... voilà. Vous voyez, il se retrouve toujours sur un chemin en train d'avancer, de chercher. Et ça, c'est la première image du film Yojimbo, et ça, c'est la dernière du film de Sanjuro. Toujours sur le chemin. Donc c'est un petit peu la méthode qu'il préconise, aller toujours sur le chemin, rebondir. Voilà. Donc c'est voilà, une éloge de l'errance, mais un petit, comment dire, ça concerne surtout le côté intellectuel, l'intériorité. Encore une fois, ce que je vous ai montré ici, c'est qu'un leurre. C'est simplement un leurre, si on peut appeler ça comme ça. Mais c'est simplement pour illustrer sa pensée. Voilà comment est sa pensée. Le samouraï peut rester chez lui. Le samouraï peut rester chez lui. Merci Alain. Est-ce que quelqu'un veut poser une question par rapport à ces étranges petits livres qu'Alain Franck délivre toujours et qui font notre joie? Laurent. Je me demande si le Japon a autre chose que des samouraïs. Les geishas, les samouraïs. Le Shiva, tout ça. Non, on n'est pas dans le Shiva. Après, on a Murakami et d'autres, dans ces commerciales, des auteurs. Mais il y a beaucoup de références à. C'est chiant. C'est honnête, c'est sincère. Oui, c'est ça. Bon, alors, on va finir avec ça. Il y a beaucoup de choses, il y aurait eu encore beaucoup de choses. Juste ce livre-là qu'on peut montrer, Donatat, qui a eu beaucoup de succès à chaque fois qu'elle a fait paraître un livre, romancière américaine, qui avait fait Le Maître des Illusions. Là, c'est le Chardonneret. D'ailleurs, c'est ton livre, Nathalie.
où il y a, vous regardez les pavés que ce sont, ces livres sont attendus, elle en fait paraître un tous les 10 ans, on se les arrache. Là, c'est l'histoire d'un petit garçon qui se trouve dépositaire, comme on disait tout à l'heure, je ne sais plus qui parlait de quelqu'un qui a un trésor et qui ne le sait pas. Là, c'est un enfant qui, suite à une explosion d'un musée où sa mère décède, se retrouve avec un tableau d'un maître flamand du XVIe siècle et il doit absolument... d'abord, il ne réalise pas que ce rouleau-là est un tableau aussi recherché et il grandit, est obligé de se forger une personnalité de famille d'accueil, enfin, d'endroit où il va, avec toutes les tentations pour les enfants un peu perdus, de drogue, d'alcoolisme, de toutes les perversions. Et il se rend compte très rapidement qu'il est dépositaire d'un trésor. Et c'est le Chardonneret est véritablement un tableau qu'on peut voir sur Internet et qui est un petit oiseau vivant, tout vif. Je veux dire qu'on voit qu'il ne demande qu'à partir, mais il a une petite chaîne, un petit fil qui le tient par une patte, à l'image du personnage. Le livre est une belle métaphore du personnage principal. Sinon, on aurait pu parler des mythes et de leur reprise. Je pense au mythe d'Icare, parce que c'est un mythe qui m'a particulièrement plu à un moment donné, où on voit que depuis Bruegel l'Ancien, déjà on voit que les anciens se reprenaient eux-mêmes. Tite-Live, Apollodore, etc. Chacun y mettait sa vision. Et on voit aussi que Picasso, Cocteau, Rodin, Matisse, et encore aujourd'hui, hein, on voit de nombreuses œuvres qui naissent à partir du mythe d'Icare, de cet homme qui a voulu voler, s'est brûlé les ailes et qui est retombé. Et dernièrement, j'ai vu des photos d'un temple à Agrigente, le plus grand des temples, le principal, où devant un sculpteur hongrois a fait don d'une statue gigantesque. C'est un Icare au sol, Icare déchu, avec les ailes repliées et sans bras, une statue de bronze magnifique et immense. Rien que pour ça, il faut aller en Sicile pour voir Icare. Vraiment, parce que c'est un don, un sculpteur qui reprend ce mythe d'Icare, il montre que on va sans cesse entendre parler, et de plus en plus, du passé de façon moderne, avec reprise, avec la création, c'est souvent une reprise et des variantes. Et quand on reconnaît, on a quelque chose de favorable en soi. C'est une façon c'est une forme de plaisir aussi. L'intertextualité, la reconnaissance. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Vous auriez pu participer davantage d'assistance.